parle pas des désirs, on parle pas de la paire de baskets que tu as vue, le rouge à lèvres, on parle pas de ça. On parle simplement de savoir ce qui est obligatoire et ce qui rentre. Faire un inventaire, comme tous les supermarchés font. D'accord, premier point. C'est le premier conseil que je donnerais pour commencer. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il faut que quand les gens vont dans des supermarchés, avant d'aller dans les supermarchés, qui regardent, qui font une belle liste, non, qui font l'inventaire dans leur placard. Ça, c'est une problématique que j'ai chez beaucoup de femmes. Ils font des listes de courses, ou ils vont sans liste de courses au magasin, et ils font pas l'inventaire de leur placard. Ce qui fait que tu crées une liste, basée sur rien du tout. Tu te retrouves avec des doublons. Bah, t'as que des doublons, t'as plein de pâtes, t'as du sel, tu mets dans la liste. C'est des dépenses inutiles. Ça, c'est un conseil. Et en plus, quand ils vont au supermarché, beaucoup vont le ventre vide. Le deuxième conseil, c'est pas aller le ventre vide au magasin, parce que c'est connu que quand on a le ventre vide, on prend du chocolat, des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, quand on a faim, psychologiquement, c'est connu qu'on veut satisfaire la faim qu'on a et on prend tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport souvent à l'entourage. Ne pas se comparer. Ça, c'est un des problèmes que je vois quand les gens veulent économiser. Ils voient des gens avec des choses et ils se disent que moi aussi, il me les faut. Et ça pousse beaucoup à l'achat compulsif, des choses qu'on n'a pas besoin. Des choses qu'on n'a pas besoin. Parce qu'en vérité, chacun ses revenus, chacun son mode de vie, et on ne sait pas si les gens sont héritiers ou pas. On ne le sait pas en réalité. Et ça, c'est un des problématiques que je vois beaucoup. Les gens se comparent, veulent ce que les autres ont, mais en vérité, ils n'en ont pas réellement besoin. Donc, pas se comparer. D'accord, merci beaucoup. Quel obstacle est-ce que tu as rencontré pendant que tu écrivais ton livre? Une seule, hein. En fait, quand j'ai écrit le livre, c'était drôle. C'est un de mes événements tombés qui, en fait, elle s'appelle La Plume. Elle a fait de la relecture. Et moi, quand j'avais écrit mon livre, je pensais qu'au début, mon livre, il était bien compris. Pas du tout. Parce qu'en vérité, je parle avec mes mots, avec ma compréhension. D'accord. Mais c'est pas la compréhension de toute la France. Non. Donc, elle, son rôle, c'est de faire de la relecture, de voir est-ce que tout le monde comprend ce que tu dis. Et après, elle revient te voir, elle te dit, voilà, ça, faut travailler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, des fois, je pouvais dire des mots, mais en vérité, il n'y a que moi qui les comprends. Ok. Et donc, en vérité, tu es obligé de te faire accompagner par des gens pour simplifier la lecture. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré cette personne-là à mon événement, et je savais pas que ça existait, et c'est là où j'ai compris que c'était une vraie problématique. Donc, il a été retardé parce que il fallait tout simplifier. Tout simplifier, tout obligatoirement. Réécrire, peut-être 179 pages, il fallait tout simplifier. On pouvait pas, parce qu'en vérité, moi, je disais, je comprenais, mais elle, quand elle lisait, elle m'a dit, mais attends, ce que tu dis, moi, je le comprends. Explique-moi un peu mieux. D'accord. Tu penses que les gens vont comprendre ça? Et je réfléchis, je me dis, non, moi, je comprends, mais pas les autres. Là, je peux te donner un exemple. Si je dis aux gens, c'est quoi les intérêts composés, ils savent pas c'est quoi. Donc, voilà. Donc, je suis obligé de pas dire ces mots-là, mais expliquer ce que ça veut dire. Exactement. Pour que la personne, quand elle lit, ça lui parle. C'est pour ça que souvent, on embrouille les gens. Et dans le monde des finances, on embrouille les gens en vérité. Ouais. Parce que si tu comprends pas quelque chose, tu peux pas. Voilà, on embrouille les gens aujourd'hui. Exactement. C'est comme on embrouille les gens réellement. Donc, c'est un des obstacles que j'ai vu qui m'a fait prendre conscience que quand tu écris un livre, il faut prendre son temps. D'accord. Je sais aujourd'hui qu'il existe différentes manières de faire passer un message. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu me parles d'éducation financière. Tu aurais très bien pu prendre ton téléphone, aller sur les réseaux. Bonjour, je m'appelle Mamadou. L'éducation financière, c'est ça, ça, ça et ça. Toi, tu as choisi l'écriture. Pourquoi l'écriture? Déjà, deux choses. Ce que tu dis, c'est intéressant. Déjà, je l'ai fait. Ce que tu viens de dire là. J'ai fait une vidéo quand j'expliquais comment épargner chaque année, comment épargner de l'argent pour aller à la Mecque chaque année. C'est une vidéo qui a fait plus de 10 000 vues sur Instagram. Donc ça aussi, ça m'a un peu conforté que j'étais pas fou. Donc je l'ai fait. Et pourquoi un livre? Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que pour que les gens comprennent en vérité une connaissance telle que les finances, parce que c'est pas sexy les finances, il faut qu'ils peuvent avoir au moins quelque chose qu'ils peuvent relire et se remémorer ce qu'on a dit. Tu vois, j'aurais pu faire une formation en ligne, c'est ce qu'on m'a proposé au début. J'ai dit non, je vais écrire un livre et les gens vont juger. Parce qu'un livre, au moins, c'est intimiste. Tu l'as à la maison, tu peux le lire quand tu veux, tu n'as pas de pression. Et les finances, c'est un peu, dans une société un peu tabou. On n'aime pas que tout le monde sache qu'on gagne, ce qu'on n'a pas, les découvertes qu'on a. Donc, je me suis dit, un livre, c'est intimiste, tu le lis, tu peux regarder vraiment tes incohérences ou pas, tu n'es pas jugé. C'est pour ça que j'ai dit un livre chez soi,
Au moins, c'est à toi de voir si vraiment c'est quoi tes vraies problématiques par rapport au livre. Tu peux le lire, tu peux le relire. Et voilà, exactement. Et tu peux me le transmettre. Ouais. Il y a même des femmes, elles sont très malines, par contre, elles savent que leur mari ne gère pas, elles achètent le livre, elles donnent à leur mari, tiens, tu devrais le lire. D'accord. Tu vois, ça passe mieux. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un livre, ça peut que passer mieux. Ça peut que passer. Et ça rentre dans les foyers facilement. Ouais. Et voilà, c'est pour ça. D'accord. Je vais revenir un peu sur une question qui, pour moi, qui est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'éducation financière à un certain âge. Aujourd'hui, je pense que toi et moi, on a dépassé la trentaine. Mais à partir de quel moment, à partir de quel âge est-ce qu'il est important de parler d'argent avec ses enfants, par exemple? Je pense qu'à partir de 5-6 ans, on peut commencer à en parler. On peut commencer à en parler parce qu'en vérité, il faut juste leur faire comprendre que l'argent, il est durement gagné déjà. Ça, c'est important pour qu'un enfant sache qu'on n'obtient pas de l'argent. Je dis ça parce qu'en vérité, ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple parce que y a des gens qui pensent que l'argent facile existe. Donc, il faut leur expliquer que l'argent, il est simplement gagné en travaillant. L'argent est la conséquence d'un travail bien fait, en réalité. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut en parler très tôt. Là, sur la façon de gagner de l'argent, il faut parler aussi qu'on doit toujours en rester de l'argent. Parce qu'on a des imprévus. On peut avoir une machine à laver qui tombe, on peut avoir un décès, on peut avoir pas mal de choses. Donc, je pense qu'il faut préparer les enfants en leur disant que chaque imprévu qu'on aura, il faudra payer. Donc, parfois, ce qu'on leur donne pas, c'est qu'on les aime bien, mais on ne peut pas tout donner. Donc, je pense qu'il faut parler aussi avec les émotions avec les enfants, parce que la dureté de la vie, il la ressent pas. Il joue dehors, il ressent pas la dureté de la vie. Donc, il faut le parler de manière émotionnelle et avec joie. C'est pour ça qu'il faut toujours même faire des jeux de Monopoly, faire des jeux pour que l'enfant voit que... Exactement. Parce que la dureté de la vie, il la comprend pas. Après, quand il grandit, il se rend compte que, il a des notions. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Mon père, très jeune, il prenait, je me rappelle d'une anecdote, il prenait une enveloppe, il retournait l'enveloppe, il prenait son salaire, 6 000 francs, il regardait le loyer, il m'a dit, regarde ce qui me reste. Et moi, j'étais au balcon avec lui, je le regardais, et c'est resté dans ma tête. Je me dis, pourquoi tout le temps il est concentré sur ce qui reste? Et il me disait, le plus important, c'est pas de gagner beaucoup, c'est qu'il en reste à la fin. Et c'est avec ça que tu vas faire autre chose. Donc, moi, j'avais 9 ans à l'époque, mais c'est resté dans ma tête. Mais il ne me l'a pas dit de manière agressive, il me le montrait en faisant les calculs. Et dans ma tête, quand je gagne de l'argent, je me dis, il doit en rester. D'accord. Et c'est cette notion-là aussi qui, quand je parle d'éducation financière. On doit communiquer très tôt. Voilà. Avec nos enfants. Et même ce qui est drôle, c'est que quand tes enfants ont cette notion-là, partout où ils vont la transmettre, les gens s'intéressent à eux. Mais comment tu sais ça? Ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je suis tombé dedans. Très tôt. Je ne savais même pas que l'éducation financière était un domaine. Je suis tombé dedans parce que j'en parlais, parce que j'avais des notions. Tout à l'heure, tu faisais référence à ton papa. Je sais que dans ton livre, tu as pris ta plus belle plume. C'est un honneur pour moi aujourd'hui que tu aies pris ta plume pour essayer de retranscrire ce que mon père t'a transmis. Est-ce que tu te souviens est-ce que tu peux nous citer ces quelques lignes que tu as écrites dans ton... Ouais, je me rappelle, parce qu'en fait, indirectement, il m'a marqué. Il m'a marqué sur le coup, mais il m'a marqué sur le long terme. Parce qu'en fait, tu sais, ton père ou beaucoup d'anciens, ils ont une manière de parler. C'est peut-être 2-3 phrases, mais ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Il m'a dit une phrase un jour, on discutait de construction de maison. Et je lui avais dit, moi, je vais devenir riche. Et il m'a dit, t'es sûr et tout? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, si tu veux devenir riche, il faut que tu acceptes que tout le monde te voit comme un fou. Et tu acceptes que tout le monde te voit comme un fou. Parce qu'en vérité, quand tu veux gagner de l'argent, économiser et faire des projets, la plupart des gens, en vérité, ils te voient comme un fou. Et c'est bizarre parce que ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il perd son âme parce qu'en vérité, ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il y a un millionnaire, j'étais son nom, Ibrahima Sissoko, il m'a dit la même chose dans un Zoom qu'on avait. Avec mon groupe dont on connaît, on était sur un gros investissement et tout, c'est confidentiel, bon, on peut pas en parler encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu sais, pour arriver à un certain niveau, il faut qu'on te voit comme un fou. Il a dit, moi, vous me voyez autant de millions, ma femme, mon frère, tout le monde pour arriver à ce niveau. Et ça revient toujours à ce qu'il me disait. Et même moi-même, quand je faisais des achats, je faisais des business, soit on me traitait d'avare, soit on me traitait de crevard, soit on me traitait... En termes de pognon, je traitais de tout. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois, je pensais à ce qu'il me disait. Il me dit, il a raison en fait. Vrai. On te voit comme un fou.
il a notre famille, il pense qu'à acheter des terrains, il parle avec des gens qui ont des affaires, lui. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et je me suis dit, quand j'écrivais des livres, je me suis dit, mais je ne peux pas passer. En fait, tu as vu, quand tu écris un livre, dans la vérité, quand tu écris un livre, il faut être sincère. C'est un conseil, j'en ai tous les gens qui écrivent des livres, il ne faut pas avoir peur. Parce que des fois, quand on écrit un livre, on veut se retenir. On veut se retenir parce que voilà, on rentre dans on ne veut pas, voilà. Et moi, je voulais, à un moment arrivé, je me suis dit, vas-y, je vais y aller au bout. Parce qu'en vérité, c'est lui qui l'a dit ça. C'est lui qui me l'a dit. Je n'ai pas dû faire le mytho, c'est moi qui me l'a dit. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui qui me l'a dit. Et quand il m'a dit ça, et heureusement qu'il me l'a dit, parce que à chaque fois que j'aurais rencontré des gens qui étaient contre moi, qui ne me comprenaient pas, qui me diabolisaient, j'aurais pu me dire, mais ils ont raison et j'aurais rien foutu. Mais comme il m'avait dit ça, il m'avait un peu marqué, je me suis dit, si lui il me dit ça, c'est qu'à mon avis, il a vécu ça. C'est qu'il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a vécu ça. Et il a des résultats dans ça. Il a des résultats. C'est pas quelqu'un qui n'a pas eu de résultats. Sinon, je ne l'aurais pas écouté. Et ça me frustre aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, en fait, cette notion d'éducation financière, il faut la transmettre parce qu'en réalité, chez nous, on a beaucoup de choses qu'on reçoit, qu'on nous transmet. Et il faut rendre honneur aux gens qui l'ont dit. Et ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Franchement, merci beaucoup pour ces mots que tu as retranscrits dans ton livre. Ça vous a touché ou pas? Moi, ça m'a beaucoup touché. On parle de mon père. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, moi, ça m'a vraiment... J'ai des appels sur l'Afrique. C'est tombé. Comme je le dis très souvent, toute belle chose a une fin aujourd'hui, Mamadou. Quel conseil, quel précieux conseil aujourd'hui tu donnerais aux personnes qui souhaitent écrire un livre, par exemple, ou qui souhaitent écrire un livre?